En 2018, Marathon Patent Group est une société cotée en bourse dont personne ne parle. Son activité, c'est d'acheter des brevets et percevoir des royalties. L'entreprise ne vaut donc quasiment rien à ce moment-là. En 2024, l'entreprise change de nom. Elle devient Marathon Digital Holding, puis devient Mara Holding. Mara exploite des fermes d'Asie connectées au réseau Bitcoin sur plusieurs continents. En pratique, toutes les 10 minutes, un nouveau bloc Bitcoin est validé. Statistiquement, sur 100 blocs, Mara en mine 6. Avec 907 millions de dollars de revenus de minage sur les 12 derniers mois, c'est une usine productive d'une échelle qu'il est extrêmement difficile de visualiser. Au 30 septembre 2025, Mara détenait 53 822 bitcoins dans sa trésorerie. C'est la deuxième plus grande réserve publique mondiale, juste derrière MicroStrategy dont je consacrerai très certainement un épisode. En octobre 2025, quand Bitcoin a touché 126 000 dollars, la trésorerie de Mara a temporairement dépassé les 6,6 milliards, sans qu'ils aient bougé un seul Satoshi. Pour moi, à mon échelle, c'est exactement ce que je fais avec mon DCA depuis 3 ans. Je n'accumule évidemment pas 53 000 bitcoins, mais la logique est la même. Ne pas vendre, laisser le temps travailler. Et Mara a juste compris comment utiliser cette logique comme un levier institutionnel. Car c'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, si Mara ne vend jamais ses bitcoins, comment finance-t-elle sa croissance? La réponse, ce sont des obligations convertibles à 0 coupon. Mais je vais te traduire ça pour que tu comprennes un peu mieux. Une obligation, c'est un prêt. Mara emprunte de l'argent à des investisseurs institutionnels. À 0 coupon, ça signifie sans aucun intérêt. Mara ne paye rien pendant la durée de l'emprunt. Et l'obligation est convertible. À l'échéance, l'investisseur peut soit récupérer son capital en dollars, soit convertir sa créance en actions Mara à un prix fixé à l'avance. Donc, entre guillemets, l'investisseur ne gagne pas forcément grand-chose si l'entreprise chute, mais si elle monte, il va gagner énormément. Et Mara obtient ainsi des centaines de millions de financements quasi gratuitement, en échange d'une dilution future potentielle qui n'arrivera que si le cours monte, c'est-à-dire exactement quand l'entreprise pourra se le permettre. C'est à la fois élégant et très intelligent. 3,64 milliards de dettes totales au bilan, levées principalement avec ce mécanisme. Le quatrième et dernier business entre guillemets de l'entreprise, c'est le crédit lombard. Mara utilise également ses bitcoins comme collatéral pour obtenir d'autres prêts en dollars. L'avantage clé, c'est que mettre ses bitcoins en collatéral, ce n'est pas un évitement fiscal. Donc si Mara vendait ses bitcoins, elle déclencherait une plus-value et paierait des impôts. En les mettant en gage, elle obtient de la liquidité immédiate sans déclarer le moindre gain. Elle finance ainsi ses opérations tout en conservant son exposition complète au Bitcoin. C'est exactement ce que font les grandes fortunes depuis toujours. Bezos ne vend jamais ses actions Amazon pour acheter un yacht. Il les met en gage, emprunte à 2-3% et laisse ses actions s'apprécier. Mara fait la même chose avec du Bitcoin. Ces 4 types de business différents forment un système cohérent. Le minage produit des bitcoins, les bitcoins s'accumulent, la trésorerie sert de collatéral pour la dette finance la croissance du minage, et chaque hausse du cours amplifie tout l'écosystème simultanément. Et ça marche exactement en sens inverse quand le bitcoin baisse. Et au niveau chiffre, qu'est-ce que ça donne? Mara aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est 53 822 bitcoins en trésorerie. C'est 66,4 exahash par seconde, soit environ 6% du réseau Bitcoin mondial, et 3,64 milliards de dettes totales. Alors comment une entreprise qui perd 1,7 milliard en 3 mois peut-elle survivre? La réponse en réalité elle est comptable, car la grande majorité de ces 1,7 milliard ne sont pas des sorties de trésorerie réelles, ce sont des ajustements de valeur. Quand le cours du Bitcoin baisse entre deux périodes comptables, les normes comptables américaines obligent Mara à enregistrer cette baisse comme une perte dans ses comptes. Mais Mara n'a pas dépensé 1,7 milliard. Elle n'a pas perdu 1,7 milliard de cash. Elle a engendré 1,7 milliard de dépréciation théorique sur ses bitcoins. Si le cours remonte le trimestre suivant, cette perte va disparaître. Elle sera remplacée par un gain comptable du même ordre. Mara déjà ne mine pas depuis un seul hangar en Arizona. L'entreprise a construit une présence sur 4 continents différents.
avec une logique énergétique différente sur chaque site. Août 2025, Mara a acheté 64% d'Exaion. La filiale de haute performance informatique d'EDF a été acquise pour seulement 168 millions de dollars. EDF conserve une participation minoritaire et le siège européen s'est installé à Paris. En surface, c'est une acquisition de data center. Mais en réalité, c'est une tête de pont sur l'énergie nucléaire française. L'objectif, c'est d'acquérir l'une des sources d'électricité les plus compétitives au monde. Donc on peut le dire, aujourd'hui une partie de l'infrastructure nucléaire française appartient désormais à une société cotée au Nasdaq soumise au droit américain et dont le siège est à Hallandé Beach en Floride. Je te laisse mesurer ce que ça signifie vraiment pour la question de la souveraineté de la France. Mais comme je te l'ai dit, ils sont installés sur 4 continents, donc ils n'ont pas l'intention de rester que en France. Mara Holding est aussi à Abu Dhabi. Ils ont signé un accord avec Zéro Carbone pour développer 1 gigawatt de capacité de minage supplémentaire. 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire de taille moyenne dédié entièrement au minage de Bitcoin. Le plus gros accord de minage jamais réalisé publiquement. Mara Holding est aussi en Afrique, au Kenya et en Éthiopie, où ils se sont implantés sur des sites hydroélectriques. Même principe que pour Big Block Data Center, BBGS, dans le parc des Virunga. J'y ai consacré un épisode entier, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir également. Mais en gros, le but de Mara Holding, en s'installant là-bas, c'est de valoriser de l'énergie perdue, des extra capacités. Et la différence d'échelle entre Big Block Data Center et Mara Holding est juste vertigineuse. BBGS, c'est une PME avec quelques conteneurs. Mara, c'est plusieurs milliards déployés sur des sites entiers. Mais la logique reste la même. Et c'est précisément ça qui me fascine dans cette série. La même idée se décline du local au planétaire, du petit entrepreneur au géant coté en bourse. Paraguay. Le barrage d'Ataipu produit plus d'électricité que le Paraguay lui-même peut en consommer. Et ce surplus partait à la base à bas prix au Brésil par une obligation contractuelle. Mara est également l'un de leurs clients. Toute cette énergie qui est vendue à bas prix, ils la rachètent et produisent à nouveau un maximum de Bitcoin. Mara est aussi au Texas et au Nebraska, où lors des pics de production éolienne, il arrive que les prix de l'électricité deviennent négatifs aux États-Unis. Négatifs. Le producteur paye pour que quelqu'un d'autre consomme parce que le réseau n'est pas en capacité d'absorber la surproduction. Mara s'allume donc à ce moment-là quand l'électricité est gratuite ou quasi gratuite et elle s'éteint quand les prix remontent. C'est de l'arbitrage énergétique en temps réel, automatisé et à l'échelle industrielle. Mais ce n'est pas tout, car tous les 4 ans, le halving, la récompense pour chaque bloc miné est divisé par 2, et en avril 2024, elle est passée de 6,25 à 3,125 bitcoins. La trajectoire est connue d'avance, inscrite dans le code depuis le premier jour, et tout ça, Mara en a extrêmement bien conscience. C'est cette contrainte que je trouve la plus intéressante dans l'histoire de Mara, parce que c'est elle qui force toute son ingéniosité. Face au halving, Mara a fait un pari audacieux. Les mêmes data centers, les mêmes connexions électriques haute tension, les mêmes équipes techniques peuvent servir un marché en pleine explosion. L'intelligence artificielle. Entraîner un modèle d'IA demande une puissance de calcul colossale. Et ça, Mara en est le propriétaire. Car héberger ce calcul demande des data centers avec une alimentation électrique stable et massive. Ce sont exactement les actifs que Mara possède. En octobre 2025, Mara annonce donc un partenariat avec Starwood Capital, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs immobiliers au monde, pour développer 2,5 gigawatts de capacité dédiée au data center IA. Quand le minage est donc moins rentable, Mara bascule vers ses clients IA. Quand le minage redevient rentable, elle revient sur ce marché. Un même actif physique qui sert 2 marchés complètement différents en fonction des conditions énergétiques du moment. Une option de flexibilité face à la volatilité. Et encore une fois, une intelligence incroyable. Avoir ces 2 secteurs et garder les mêmes actifs, c'est complètement fou. Comme tu t'en doutes, pour pouvoir te restituer toutes ces informations que j'ai découvertes, j'ai dû passer plusieurs semaines à étudier Mara, à lire leurs rapports financiers, à suivre leurs acquisitions, à comprendre chaque mécanisme
Et à la fin de ce travail, je me retrouve avec deux lectures simultanées que je n'arrive pas vraiment à réconcilier. La première lecture, c'est que Bitcoin force l'humanité à être créative. Regarde ce que je t'ai décrit depuis le début de cette série. Big Block Data Center a installé des conteneurs sur des sites hydroélectriques africains où l'énergie était littéralement perdue. Mara a déployé des data centers sur des surplus que personne n'utilisait. Elle absorbe au Texas de l'énergie éolienne en excès qui fait tomber les prix en négatif. Et dans le prochain épisode, je vais te parler des torchères, le gaz brûlé dans l'atmosphère transformé en Bitcoin. Dans chacun de ces cas, Bitcoin a créé une incitation économique à valoriser de l'énergie perdue, gaspillée, mais surtout inexploitée. Pas par idéalisme, par intérêt économique pur. Et l'effet secondaire de cet intérêt, c'est moins de gaspillage, moins de gaz brûlé dans l'atmosphère, moins d'énergie qui est littéralement perdue pour rien. C'est donc une forme d'ingéniosité systémique. Bitcoin impose une contrainte, trouver de l'énergie la moins chère possible. Et cette contrainte force donc des solutions que personne n'avait trouvées jusque-là. Mais il y a aussi une deuxième lecture possible. Bitcoin est en train de créer de nouveaux empires. Mara contrôle déjà 6% du hash rate mondial. Si elle commence à exclure certaines transactions de ces blocs, elle va fragiliser une des propriétés les plus fondamentales de Bitcoin, la résistance à la censure. Donc quand je pense à mon nœud Bitcoin posé sur mon bureau, à ma tentative modeste de participer à la souveraineté du réseau, je me demande si la décentralisation que je cherche à défendre depuis 9 épisodes n'est pas structurellement menacée par la concentration que Mara représente. En tout cas, ce que je retiens, c'est que je ne suis pas en capacité intellectuelle de trancher cette question aujourd'hui. Les deux lectures semblent vraies simultanément. Maintenant, à notre échelle de petits travailleurs, qu'est-ce que tout ce modèle de Mara peut bien nous apprendre? Mara, déjà, ça repose sur trois ingrédients. De l'énergie bon marché, du Bitcoin accumulé et de la dette stratégique. Ces trois ingrédients s'alimentent mutuellement. Et en les voyant clairement, je me suis posé une question que je n'avais pas anticipée. Est-ce qu'une version personnelle de ce triangle est concevable? Récemment, j'ai commencé à explorer quelque chose de très concret. Le chauffage collectif dans un immeuble. Si tu as déjà vécu dans une copropriété, tu connais très bien le problème. Le chauffage collectif coûte une fortune. Une chaudière centrale qui tourne tout l'hiver, des charges qui augmentent chaque année et une copropriété qui subit le prix de l'énergie sans vraiment avoir de levier. Et pourtant, ce système repose sur une logique très simple. On brûle de l'énergie pour produire de la chaleur. C'est tout. J'imagine donc que tu vois où je veux en venir. Avec un mineur de Bitcoin, en plus de se chauffer, il pourrait produire du Bitcoin. Donc de mon point de vue, c'est une excellente idée business. Et c'est le genre d'idée que j'explore dans ma newsletter Bitcoin et Business 2 fois par mois. Pas des idées théoriques à plusieurs milliards, mais des logiques économiques simples et reproductives à petite échelle. C'est 2 idées par mois, un mercredi sur 2. Le lien est en description et si tu t'abonnes avant mercredi, tu recevras même cette édition directement. Voilà, Bitcoin a été conçu pour être décentralisé, pour qu'aucun acteur unique ne puisse le contrôler. Et pourtant, les incitations économiques que Bitcoin a créées ont poussé naturellement vers la concentration d'acteurs monumentaux. Ce n'est donc pas une contradiction que l'on peut ignorer, c'est une tension à surveiller, à nommer, à maintenir dans le débat. Dans le prochain épisode, je vais t'amener dans des champs pétroliers, là où des flammes brûlent depuis des décennies au-dessus de puits de gaz. Du gaz d'ailleurs dont personne ne sait quoi faire. Et à nouveau, tu vas le voir, Bitcoin sera pour eux une solution incroyable. Car des ingénieurs ont eu une idée simple et radicale, brancher un ASIC de Bitcoin sur ces torchères de gaz. Alors, est-ce que Bitcoin peut transformer une pollution atmosphérique en un actif financier? On en parle dimanche prochain. D'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt sur S'émanciper.